Dans cette deuxième partie du podcast des Mutins, Julian Assange enfin libre, nous allons échanger avec Victor Dedage. Victor est un des meilleurs spécialistes français de l'affaire Assange, mais surtout un des plus tenaces soutiens depuis le début. De tous les rassemblements, de Paris jusqu'à Londres, dans des centaines de conférences et de débats dans tous les coins de France, devant des petits groupes parfois, Victor a joué un rôle important dans l'accueil de John Shipton, le père d'Assange, quand il venait en France pour élargir le cercle des soutiens, pour traduire les rencontres avec les militants, les journalistes et les personnalités politiques, dans les couloirs, les bistrots, un coin de parking. On voulait partager avec Victor Dedage ce jour historique, celui où Julian Assange est enfin libre. T'as changé la bannière de ton Facebook, c'est ça? J'ai changé de libéré EZ Assange à libéré et accent aigu Julian Assange. Ouais. C'est quand même un jour historique. Je sais pas si on le mesure aujourd'hui 26 ou 24, parce que entre 24 et 26, il y a un trajet en avion. Il y a eu surtout qu'on l'a appris alors qu'il était déjà dans l'avion. Donc c'est quelque chose qui a été gardé relativement secret. On avait vu dans la presse qu'il y avait éventuellement la possibilité ou que ça avait été proposé une négociation de peine. Parce qu'aux États-Unis, on peut négocier sa peine, hein, n'est-ce pas? C'est le summum du capitalisme. Mais en même temps, on ne savait pas si ça allait aboutir. On entendait dire que Julian Assange ne voulait rien céder sur certains principes. Et tête de l'art comme il est, c'était tout à fait crédible. Et en même temps, on savait qu'il existait des divisions assez profondes au sein de l'administration américaine entre, d'une part, ceux qui voulaient absolument sa peau et ceux qui pensaient que l'affaire n'avait que trop duré et que cette affaire faisait plus de tort que de bien à l'image de marque des États-Unis qui souffrent déjà pas mal en ce moment et qui n'avaient pas vraiment besoin de ça. Alors, l'objet de sa détention, quand même, et qui quand même finit par être flou pour beaucoup de gens, parce que ça fait 14 ans qu'il est enfermé, d'abord dans l'ambassade, et puis depuis 5 ans dans la prison de haute sécurité. Bon, la première affaire, elle est réglée, elle a été, on peut en dire deux mots, mais l'affaire de présumée agression sexuelle en Suède, ça fait un moment que c'est réglé. Pas dans les esprits. Très récemment, nous étions en contact avec des élus du conseil d'une très grande ville parisienne pour obtenir son éventuelle nomination comme citoyen d'honneur. Et un des arguments d'un des groupes politiques qui s'est abstenu a été les allégations sexuelles suédoises. Et je te parle de ça d'il y a moins d'un mois. Malgré le livre de Nils Melzer, l'affaire Assange, qui démonte tout, avec les textos, avec tout, enfin toute la machination qu'il y a eu autour de cette affaire. Une des faits marquants de l'affaire Assange, c'est la malinformation ou la désinformation ou l'ignorance de cette affaire. On est très loin d'une connaissance factuelle de cette affaire. Les campagnes médiatiques ont fait beaucoup de dégâts et on les ressent encore aujourd'hui. On est loin d'avoir redressé la courbe narrative de cette histoire. Alors toi qui es un des premiers, moi, Victor Dedage, tu es un des premiers à nous avoir informés. Enfin, moi je suis depuis le début, mais c'est vrai qu'on a beaucoup lu tes articles depuis le début parce que c'était en français et que tu suis vraiment la chose depuis le début. Et ça a commencé à quel moment pour toi, cette bagarre? En fait, ça a commencé avant même que Wikileaks soit connu, parce qu'à titre personnel, bon, je suis australien. Donc quand j'ai entendu parler d'un Australien qui s'est fait connaître, qui commence à se faire connaître pour autre chose que la chasse aux crocodiles et le rugby, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, un compatriote qui fait quelque chose de nouveau, peut-être de trop nouveau maintenant que j'y pense à l'époque. Je fais un aparté, je pense que Wikileaks est arrivé trop tôt sur la scène, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas compris. Aujourd'hui, Wikileaks aurait un succès fou, je crois. Mais à l'époque, c'était trop tôt. L'idée était trop grand pour nous. Rappelle l'idée. L'idée était d'offrir une plateforme aux lanceurs d'alerte pour anonymiser leur identité. L'anonymat étant la seule véritable protection d'un lanceur d'alerte, il ne faut jamais l'oublier. Aucune loi ne protège un lanceur d'alerte d'une balle dans la tête. Deuxièmement, certifier
les documents publiés, les authentifier, c'est-à-dire qu'on ne se contentait pas de publier des documents, parce que ça, des sites à l'époque, il y en avait beaucoup, mais il y avait un travail d'authentification. Ensuite, il y avait un engagement moral qui est super important, qui a coûté très cher à Wikileaks d'ailleurs. Et cet engagement moral, il tient en une phrase, c'est si c'est vrai, et si ça présente un intérêt pour le grand public, on publie. Point. Et après ce point, il n'y a pas de cependant, il n'y a pas de peut-être ben que oui, peut-être ben que non, il n'y a pas de mais. Contrairement à beaucoup d'autres médias. Donc l'outil, il apparaît au tournant des années 2006. 90, 2000. Ah oui, 2006. Oui, Il est créé en 2006. Ses premières révélations en 2007 provoquent des émeutes et un renversement de pouvoir au Kenya. Mais il explose sur la scène internationale en 2010 grâce aux publications fournies aux révélations fournies par Chelsea Manning, Bradley Manning à l'époque. Notamment les documents sur la guerre en Irak, en Afghanistan et les câbles diplomatiques. dont la partie visible va être évidemment une vidéo, mais qui est rien par rapport à la somme de tout ce qui sort, mais enfin qui est quand même une vidéo qui marque l'opinion. I see your element. You got about 4 Humvees out along this. You're clear. All right, firing. Line here. When the stage line, let me know when you have it. We'll shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6. Bushmaster 2-6. Cette fameuse vidéo, c'est Julian Assange s'en est servi un peu, on va dire, comme une bande-annonce, un teaser, comme on dit en anglais, des publications à venir. Et ce vidéo était lui-même le condensé de toutes les révélations derrière, c'est-à-dire l'assassinat froid, tranquille de civils, dont 2 journalistes de Reuters, par une équipe dans un hélicoptère américain qui se réjouissait du tir, du carton qu'ils faisaient, et qui ont commis un crime de guerre. Le crime étant, souvent c'est mal compris cette affaire, parce que les gens voient que la version courte de la vidéo. Le crime de guerre n'est pas l'assassinat à proprement parler, ça peut paraître paradoxal ce que je dis, parce qu'ils pourront toujours argumenter, on croyait que c'était les combattants, c'était un peu l'argument de l'armée américaine. Le crime en fait est commis dans la version longue qu'il faut suivre lorsque l'hélicoptère continue de tourner, tire sur les secours. Et ça c'est un crime de guerre constitué, d'autant plus que c'est des civils qui portent secours. En fait, un père de famille avec 2 gamins, avec une camionnette. Ça, c'est le scandale des scandales pour lequel il n'y a aucune excuse possible. On a beau essayer d'inventer, etc. Non, il n'y en a pas. Donc cette vidéo sera un peu la bande-annonce de ce qui allait suivre. Mais les contenus des documents publiés par Wikileaks le contenu sera une longue litanie de crimes similaires, les uns après les autres. Finalement, il signale par ça ce qu'on savait déjà, qui était documenté par des témoins, mais qui n'était pas officiellement, qu'on ne pouvait pas prouver par les échanges. Là, c'est prouvé par les échanges et par les documents de l'armée américaine elle-même. Ça valide quelque chose que dénonçait depuis longtemps des gens comme Noam Chomsky, comme tous les gens qui ont pris position, je dis lui parce qu'on le connaît bien nous, mais tous les gens qui ont pris position depuis au moins la guerre du Vietnam, ou même avant, contre les crimes permanents des États-Unis dans leur intervention militaire. Alors, il convient de souligner un détail qui me paraît important. Lorsqu'on parle de crimes de guerre, on pourrait se trouver dans une situation d'interprétation et de désaccord. Par exemple, ce que moi je considère comme un crime de guerre, et j'accuse l'armée américaine de commettre des crimes de guerre, il se pourrait qu'on soit dans une situation où l'armée américaine dit non, c'est pas des crimes de guerre. Donc on est là dans un sorte de débat morbide, mais débat quand même. Le problème, si je puis dire, c'est que même du point de vue des règles d'engagement américain, il s'agit de crimes de guerre. Donc la question n'est pas de savoir s'il s'agit, c'est pas un débat. Le débat et les révélations de Wikileaks montrent que, alors que l'entité, l'armée américaine, reconnaît que ce sont des crimes de guerre, ne fait rien pour redresser les actions. Et c'est là qu'on arrive dans tout l'intérêt d'un système comme Wikileaks, qui n'entre pas dans un débat, mais qui montre le dysfonctionnement d'un système, qui reconnaît les crimes de guerre et qui ne fait rien pour, qui fait tout en fait pour le couvrir. Donc du point de vue microscopique, vu de l'intérieur de l'entité américaine, l'armée américaine, on constate qu'il y a un dysfonctionnement qui est en train de se produire.
tout en reconnaissant qu'il s'agit de crimes, on ne fait rien pour les empêcher, et au contraire, on les couvre. Il y a donc une corruption du système lui-même, de son propre point de vue. C'est ce que prouvent donc ces révélations de 2010, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les câbles diplomatiques, qui sont quand même une des grosses vexations de l'État américain, parce que ça montre comment ils traitent leurs alliés aussi. En fait, le Wikileaks lève le voile sur le fonctionnement des systèmes de pouvoir. Il faut comprendre que le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, j'insiste là-dessus à chaque fois, parce que ça pourrait être le résumé de toute l'affaire, Wikileaks, Julian Assange. Le modèle de Wikileaks qui garantit l'anonymat, qui garantit l'authenticité des documents, et qui garantit leur publication, ce modèle-là constitue une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus, quels qu'ils soient. En l'occurrence ici, on va parler du pouvoir américain de l'armée, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être une administration, ça peut être une société privée. Et en fait, personne n'est à l'abri d'une prise de conscience au sein de l'organisme qui, de façon anonyme, donc sans risque, se décide à exposer. Et je crois que nous, le grand public, ne l'avons pas compris et nous avons réagi très mollement et avec beaucoup de retard par rapport à cette affaire. Il a fallu des années pour que la compréhension de l'importance de Wikileaks commence à se répandre. Mais malgré tout, les journalistes de la presse mainstream, comme on dit, c'est-à-dire la presse genre Le Guardian, le New York Times, Le Monde et Die Spiegel, El País, tout ça, ils comprennent assez vite l'intérêt puisqu'ils publient très vite les révélations Wikileaks avec l'aide de Julian Assange, qui est un journaliste, il faut le rappeler. Oui, c'est un journaliste, mais ce qu'ils comprennent très vite, c'est l'intérêt commercial, pour eux, de Wikileaks. Ah bah ça, Wikileaks leur offre des scoops à peu de frais et à peu de risques, puisque c'est Wikileaks qui se trouve au front dans cette affaire. Donc oui, ils comprennent, mais l'intérêt commercial, d'ailleurs, ils vont assez rapidement comprendre que leur intérêt faiblit assez rapidement lorsque la répression s'abat sur Wikileaks et qu'ils vont se distancer très rapidement. C'est pour dire si leur intérêt était professionnel. Ils vont se distancer dès que l'occasion se produira ou dès que le danger se présentera. Ils se distanceront, non seulement ils se distanceront, mais ils se lanceront dans une campagne de calomnie, de réécriture de l'histoire, qui aujourd'hui encore resterait à écrire, parce que dans l'affaire de Wikileaks, il y a l'affaire du traitement médiatique de Wikileaks et de Julian Assange. Je suis à titre personnel pas prêt de leur pardonner ce qu'ils ont fait. Ils se sont comportés littéralement comme des crapules, en tant que comportement humain, des gens de peu, comme j'aime dire. Ils essayent un petit peu de se rattraper. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont se taper sur la poitrine en disant « ouais, il est libre ». Il faudrait qu'on se rappelle probablement et qu'on fouille un petit peu le rôle de chacun de ces personnes-là. Je crois qu'il y a une leçon à tirer du traitement médiatique. En tout cas, l'affaire Wikileaks a révélé le degré de à quel point ce métier est sinistré. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Ce métier est sinistré parce qu'il s'agissait d'un domaine. On n'est pas en train de parler de l'expansion de l'univers, on n'est pas en train de parler du Big Bang, on est en train de parler de journalisme, c'est-à-dire que la chose qui les touche au plus près, qu'ils devraient maîtriser sans trop de difficultés. Et pourtant, on constate que très majoritairement, l'affaire a constitué un angle mort pour ces gens-là, au mieux, un angle mort. Vous ne voyez pas où était le problème. Et d'autres, l'opportunité de vendre leur âme à bas prix, en lâchant Julian Assange en rase campagne, après avoir bien profité de ses révélations et des risques que lui, il a pris. Donc sur le plan humain, sur le plan déontologique, c'est une profession sinistrée à quelques exceptions par-ci, par-là. C'est vrai, à quelques exceptions qu'on retrouve surtout hors dans les médias indépendants, libres, et encore ça a été compliqué, hein, il faut dire les choses. Mais bon, on retrouve ça en France, aux États-Unis beaucoup, chez des médias indépendants comme des gens comme Aaron Maté, comme Chris Hedges, enfin des gens qui sont vraiment très très indépendants, quoi, ou Blumenthal, ou des John Pilger pour citer le plus célèbre qui est mort l'année dernière. Ben, je ne crois pas qu'il y ait un exemple d'un journaliste mainstream d'ailleurs qui se soit engagé auprès de Julian Assange. Je cherche là,
Il y en a peut-être un ou deux quelque part. Il y a peut-être une exception qu'on pourrait citer, c'est Stefania Maurizi, parce que pendant qu'elle travaillait avec Wikileaks, elle était quand même journaliste à La Repubblica, qui est un grand journal mainstream italien, mais ça doit être le seul cas que j'ai à l'esprit. Bon, je suis obligé de rappeler le rôle qu'ont joué nos copains de Daniel Mermet sur la base si je suis du temps de France Inter, ou encore de Serge Alimi au Monde Diplomatique, mais si tant est, on pourrait dire que ce sont des médias mainstream, en tout cas des niches peut-être, tu pourrais dire, mais bon. On voit ce qui est arrivé là-bas si j'y suis sur France Inter, je veux dire que on n'y reste pas si on est... En tout cas, bon, tout ça reste des gens qui sont pas représentés massivement dans la presse. Et il faut quand même aussi signaler quand même le rôle des syndicats journalistes qui ont quand même fait leur boulot. Ils ont fait leur boulot, ils ont fait plus que leur boulot. Ils ont même été surprenants parfois. En tout cas, moi, je n'avais pas l'habitude de les côtoyer, donc c'est peut-être pour moi une surprise. Mais en fait, il y a une paradoxe, c'est que le monde, comment dire, le monde représentatif, je vais dire institutionnel, c'est peut-être pas le bon terme, mais tous les ONG de défense des droits de l'homme ou de liberté de la presse, des choses comme ça, tous les syndicats, même Reporters sans frontières, qui n'a pas une réputation d'être anti-américain, en fait, tous se sont mobilisés sur cette affaire. D'ailleurs, la mobilisation de toutes ces institutions, le Conseil de l'Europe, Amnesty International, Human Rights Watch, je veux dire, personne n'a manqué à l'appel. Ce qui a manqué à l'appel, c'est la presse et par extension l'opinion publique, puisque l'opinion publique a été souvent mise à l'écart et désinformée par rapport à ça. On voit là qu'il y avait même ces institutions-là ont été boudées par la presse, la grande presse. Parce que si c'est boudé les actions d'un Victor comme ça qui manifeste avec sa pancarte place de la République, ok, d'accord. Mais bouder le Conseil de l'Europe, bouder Amnesty et Human Rights Watch et Reporters sans frontières et les syndicats de journalistes. Et l'ONU avec Nils Melzer. Et l'ONU et une dizaine de chefs d'État et des milliers etc. Non, il y a un truc qui ne va pas là. C'est-à-dire que cet écart entre la mobilisation méconnue du grand public et la façon que... En fait, la presse, la grande presse a traité ça comme un fait divers, a persisté à traiter ça comme un fait divers, alors que tout le monde était en train de tirer les sonnettes d'alarme quant à l'importance de cette affaire. John Pilger, le grand regretté John Pilger, avait dit que c'est l'affaire de presse la plus importante de notre génération. Mais la presse mainstream a continué à persister à traiter ça comme une vague fait divers. Ne voulant pas ou étant incapable de voir à quel point cette affaire pouvait être dangereuse. Mais d'un autre côté, pourquoi s'en étonner ? Les gens me demandent parfois comment ça se fait qu'ils ne se sentaient pas concernés, ces gens-là. Ces gens-là étant les journalistes mainstream. D'accord ? Je réponds, s'ils ne se sentaient pas concernés, probablement parce qu'ils ne l'étaient pas. Tout simplement. Un Christophe Barbier, est-ce qu'ils se sont concernés par l'affaire Wikileaks ? La distance qui sépare ces gens-là, ceux de la télé et les grandes figures de la grande presse, il y a des guillemets partout dans la phrase là que je viens de prononcer, est tellement grande qu'effectivement ils doivent voir des petits points s'agiter à l'horizon. Ça s'appelle Wikileaks et eux ils sont là dans leur studio, etc. Donc bien sûr qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils sont dans des galaxies très distants les uns des autres. Alors, il faut dire qu'on a été quand même surpris malgré tout par des gens qui auraient dû censés être concernés et qui, pour ne citer que l'AFP par exemple, on a déjà fait un podcast là-dessus ensemble, pour citer les aberrations, les calomnies qui ont été relayées par une agence aussi sérieuse que l'AFP. C'était quand même assez étonnant, mais bon, voilà, ça fait partie des choses étonnantes dans l'affaire Assange. Il y en a eu plein d'autres. On a eu récemment du délirant. On en a eu récemment d'un délirant. C'est que je ne sais plus quelle chaîne c'était. Un journaliste, je crois que c'est une de ces chaînes en continu qui a affirmé que Julian Assange n'était même pas en prison, qu'il était en résidence surveillée. Le mec, il avait 14 ans de retard sur l'affaire, quoi. Alors qu'il était en prison, une prison d'haute sécurité, dans des conditions quand même qui ont été décrites maintes fois par différents visiteurs. Que même la juge américaine, là, au procès hier dans l'île, les îles Mariannes, elle l'a souligné, ou pas souligné, mais a fait remarquer que Julian Assange avait passé 5 ans dans une prison apparemment l'une des plus dures de Grande-Bretagne. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Et elle a eu beaucoup d'empathie, cette juge, pour Julian Assange. Lui a souhaité joyeux anniversaire, c'est le 3 juillet. Lui a souhaité un bon retour, une reprise de vie normale. Elle n'a pas présenté les excuses au nom de la justice américaine, mais on sentait
qu'elle aurait été à deux doigts de le faire si le moment n'était pas aussi solennel et réglé comme du papier à musique. Parce que c'était réglé très rapidement, il fallait que tout soit réglé dans la journée. Il débarque dans l'île, le procès, il sort, une demi-heure plus tard il est dans l'avion, 1 heure plus tard l'avion décolle. Mais c'était curieux. Cette juge-là a apparemment compris beaucoup plus que ce qu'on lui demandait de comprendre. Elle a juste rempli sa mission, mais au passage elle s'est permis quand même quelques remarques rassurante, si je puis dire, ou encourageante pour Julian Assange. Notamment le fait qu'elle ait dit quand même qu'il n'y avait pas eu de victime de révélation de Wikileaks, parce que c'était un des gros points qui a été relayé pendant des années, notamment par la presse mainstream, de dire que il avait mis en danger des vies, Wikileaks et Assange particulièrement avaient mis en danger des vies avec ses publications. Tu peux revenir là-dessus ? Et elle a vraiment déclaré oui. que non, il n'y avait pas eu de mise en danger. Ça fait partie des multiples légendes urbaines autour de l'affaire, relayées par la presse. D'abord, je tiens toujours à souligner, lorsqu'on parle de ça, qu'il aurait mis des vies en danger, souligner l'ironie qu'il y a à accuser Wikileaks d'avoir mis des vies en danger, accusation portée par un gouvernement qui, lui, a tué des millions de gens. C'est vraiment le tueur en série qui se moque. Donc déjà, quand même bien qu'il aurait mis des vies en danger, et les mettre en danger, ça ne veut pas dire qu'il aurait arrivé quoi que ce soit, de la part des grands criminels du XXIe siècle, ça se pose là comme argument. Le fond de l'affaire, c'est que c'est faux, que Julian Assange est connu pour avoir tout fait et tout son possible pour épargner justement. L'objectif de Wikileaks n'a jamais été de mettre en danger des vies ou de balancer des noms dans la nature, c'était de dénoncer des fonctionnements et des rouages d'institutions. Ce n'était pas l'objectif de Wikileaks. Et Julian Assange, d'après tous les témoins de l'époque qui ont travaillé avec lui, ont confirmé qu'il faisait tout son possible pour éviter justement. Que même le contraire, c'est plutôt la grande presse de l'époque, cherchant le scoop, poussait Wikileaks et Julian Assange à publier le plus vite possible les révélations avant qu'elles puissent être expurgées, dans une sorte de concurrence entre eux. D'ailleurs, la chronologie ne ment pas. Hein. En avril, je crois que c'est... Non, juillet peut-être, ou novembre 2011, il y a un article de Julian Assange, je le rappelle toujours, dans le Sydney Morning Herald, à l'époque où il pouvait encore écrire, le grand quotidien australien, où il s'insurge contre les pressions que la grande presse exerce sur lui pour publier les documents avant qu'il puisse les expurger. Et enfin, au procès d'Assange, il y a des journalistes qui sont venus et qui ont témoigné qu'effectivement, il passait des nuits blanches à tenter d'expurger avant qu'il puisse être publié, avant que les journalistes, en fait, le court-circuitent, parce qu'ils avaient les accès aux archives de Wikileaks. Alors, raconte cette histoire qui est quand même incroyable, mais qui est quand même une inversion totale, puisque qui a publié, finalement, ces noms que voulait pas publier, ces documents, en tout cas, que voulait pas publier Assange. En fait, ça a commencé par un associé de Wikileaks qui s'est trouvé en conflit avec Julian Assange et qui aurait balancé sur Internet, sur certains serveurs, un des gros archives complets des câbles diplomatiques, archives, fichiers donc, protégés par un mot de passe. D'un côté, donc, les gens... Moi, à l'époque, je l'avais sur mon propre PC, mais sans savoir quoi en faire. Impossible de le lire, parce qu'il fallait le mot de passe. Circulait. On savait que ce fichier circulait. D'un autre côté, le même monsieur laissait entendre qu'il avait le mot de passe et qu'il était prêt à le donner à certaines personnes. La rumeur courait. Julian Assange, donc, apprend ça et en conclut que tôt ou tard, la connexion allait se faire entre le mot de passe nécessaire pour décrypter ce fichier et ce fichier qui circulait les gens. Et entre-temps, les journalistes du Guardian eux-mêmes, comme Luke Harding, David Lee, publient un livre dans la précipitation, histoire aussi de se faire un peu de fric sur le dos de Wikileaks, je suppose. Et le tête de chapitre d'un des chapitres, c'est une série de caractères bizarres qui ressemblent à un mot de passe. Dans les milieux informés, on savait que ces deux journalistes travaillaient de près avec Wikileaks. On savait qu'il circulait un fichier qu'on n'arrivait pas à décrypter.
Et il y en a qui se sont demandé si ce truc qui ressemblait à un mot de passe ne serait pas par hasard le mot de passe pour accéder aux fichiers. Et miracle de la nature et de la technologie conjuguée, c'est effectivement le cas. Donc des geeks, des techniciens hors Wikileaks réussissent à décrypter le fichier très facilement. Ils ont le mot de passe, ils ont le fichier. Et les fichiers non expurgés, les documents non expurgés, dans leur intégralité, sans avoir fait l'objet d'un travail journalistique de préparation pour les publier, vont être balancés sur un site concurrent, on peut dire, de Wikileaks qui s'appelle cryptome.com, qui est aux États-Unis et qui n'a jamais été embêté par la justice américaine. Étrange. Pourquoi ? Étrange, pourquoi ? Parce que Cryptome ne représentait pas une menace existentielle pour les États-Unis. Je pense qu'il faut toujours se mettre ça à l'esprit. C'est Wikileaks qui représentait la menace existentielle, pas Cryptome, qui était un site obscur et qui n'authentifiait pas les documents qui étaient publiés. Donc c'était un de ces sites que moi je fréquentais à l'époque vaguement parce qu'on y trouvait des documents intéressants. Tu sais, quand on découvre l'Internet, puis après, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. La dimension d'authentification chez Wikileaks était une clé de toute cette histoire. Il faut rappeler que c'est un travail journalistique et que c'est ça la différence. C'est pas juste publier, c'est aussi faire ce travail éditorial qu'a fait Julian Assange et son équipe à cette époque-là. Oui, parce que la publication de documents, il y avait des tas de sites qui le faisaient à l'époque et qui n'avaient pas plus d'effet que ça. Parce qu'on ne savait pas si c'était vrai ou pas, déjà pour commencer. C'est tellement vrai que c'est cryptome.com qui a publié ces documents que le fondateur du site est venu témoigner au procès d'Assange en disant que c'est moi qui a balancé les documents. Il a même demandé à être inculpé officiellement par le département de justice qu'il a superbement ignoré. Alors ce qui s'est passé, et c'est là que l'histoire est réécrite, c'est qu'au moment où tous ces documents sont publiés avec le nom de tout le monde dedans, là il y a une vraie mise en danger des individus. Le problème, c'est que tous ces noms apparaissent dans des documents qui sont publiés sur un site obscur qui s'appelle Cryptome. Obscur pour le grand public, mais pas pour les services spécialisés. Donc, les concernés, les Afghans par exemple, n'avaient presque aucune chance de savoir que leur nom circulait dans le grand public, alors que tous les services de renseignement et les autres, eux, savaient qu'ils étaient publiés. Et Assange a eu ces gestes en se disant comment est-ce que je peux les alerter, ces gens-là. La seule façon de les alerter, c'est de faire la même chose, c'est de publier maintenant à mon tour, mais sur Wikileaks, qui était à l'époque le centre de toutes les conversations médiatiques, il ne faut pas l'oublier, que si moi je le fais, là, ils vont être au courant que leur nom. Donc il a fait ce geste, il l'a fait, mais poussé et forcé, pour essayer d'atténuer, de limiter les dégâts. C'était un geste au contraire pour essayer de les mettre en garde. Ils ne pouvaient pas les contacter un par un. Donc pour les mettre en garde, parce que là, les gens sauraient que leur nom est apparu, qu'ils prennent au moins des mesures de protection. Ça, on lui a reproché. On lui a reproché à lui d'avoir fait un geste qui était un geste de sauvegarde, de limitation des dégâts. On n'a jamais parlé du fait que ça avait été publié par un site concurrent grâce à une erreur, une bourde monumentale des journalistes du Guardian. Pas lui et pas Wikileaks. Il y a eu aussi cet épisode fameux parce qu'il a été filmé par Laura Poitras dans le documentaire qu'elle avait réalisé, qui par d'autres aspects n'est pas très reluisant, mais en tout cas sur cet aspect-là, on voit Assange et Sarah Harrison en train de téléphoner, d'essayer de joindre le Pentagone pour les avertir d'une publication. Le département d'État, pas le Pentagone, le département d'État, oui, la conversation dure 45 à 50 minutes, on l'a sous-titré d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube Le Grand Soir, où il tente, alors c'est avant qu'il y ait eu la publication dont je parle, c'était à cette période grise, là où il savait que le fichier circulait, il savait que le mot de passe circulait, et il présumait que des gens allaient tôt ou tard faire la connexion et qu'ils pensaient que ce n'était qu'une question de jours avant que la catastrophe se produise. Donc ils tentent de prévenir, d'alerter le département d'État pour voir ce qu'on pouvait faire pour limiter ou éviter une catastrophe. Et il a une longue conversation avec un avocat. Bon, la conversation est longue et pénible parce qu'on sent que tout le monde
tourne autour du pot et que tout le monde se doute que la conversation est enregistrée et que chaque mot compte. Mais en gros, Assange dit voilà, je tiens à vous prévenir. Et l'avocat fait semblant de ne rien comprendre et lui fait répéter 50 fois la même chose, probablement tentant de lui faire dire quelque chose qui pourrait lui coûter cher. Et Assange tentant d'éviter d'en dire trop ou de prononcer la phrase qui pourrait lui coûter. Mais en gros, tout ce qu'il fait, c'est d'essayer de dire, voilà, ça va probablement se passer, ce n'est pas nous, c'est une partie tiers, ce sont des tiers qui ont fait ça, j'essaie de vous prévenir. Et l'avocat, évidemment, essaye de ramener toujours la faute sur Wikileaks, comme si en fait le danger potentiel de ces mises en danger des vies ne l'intéressait moins que de voir comment il pouvait incriminer Wikileaks. Ça se sent dans la conversation qu'il essaye d'entraîner Julian Assange dans une faute sémantique, si je puis dire. Introducing Mr. Cliff Johnson to the call. Mr. Assange, hello, it's Cliff Johnson. G'day, Cliff. Thank you for calling back. Certainly. Have you been briefed? L'autre grand axe d'accusation d'Assange, ça va être son rôle joué dans la campagne électorale américaine avec les publications sur Hillary Clinton au moment de l'élection de Trump. Pour avoir fait plusieurs centaines de conférences, je pense qu'il y a des accusations contre Wikileaks qui ont marqué plus ou moins certains milieux. Les journalistes, par exemple, semblent être très attentifs, très sensibles à l'accusation qu'il aurait fait gagner Donald Trump aux élections. Ça, c'est leur truc. Les responsables politiques, c'est plutôt les accusations suédoises. C'est marrant, il y a une sorte de distribution. Chacun a retenu ce qu'il a voulu retenir. Est-ce qu'il a fait gagner Donald Trump ou perdre Hillary Clinton? Ça dépend, tournez ça comme vous voulez. Ça reste à prouver, en fait. C'est une accusation gratuite qui est lancée. Qu'est-ce que sont les révélations déjà? Il y a eu deux lots de publications qui sont souvent confondues, qui pourraient être d'ailleurs confondables. C'est un peu la même chose. Il y a les courriels de Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État, et il y a les courriers de John Podesta, qui était directeur de campagne de Hillary Clinton. Il révèle le rôle trouble de Hillary Clinton dans la nomination de Trump comme candidat des Républicains. On l'oublie d'ailleurs, et c'est là qu'on apprend qu'elle a joué un rôle déterminant en faisant jouer toutes les ficelles et les relations qu'elle avait pour que Trump soit le candidat face à elle lors de l'élection présidentielle, parce qu'elle pensait le battre facilement. Ensuite, il y a le rôle qu'elle a eu pour du DNC, c'est-à-dire l'organisme dirigeante du Parti démocrate, pour éliminer Bernie Sanders, qui était donné gagnant et qui était le préféré, le choix de la base du Parti démocrate, en réalité. Ils ont manigancé, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour l'éliminer, alors que les sondages le donnaient vainqueur, d'ailleurs, dans tous les cas de figure. Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu les questions de débat, par exemple? Il y a eu aussi les questions qui lui ont été transmises à l'avance lors des face-à-face, les débats. Il y a eu les courriers qu'elle a échangés avec Goldman Sachs, la grande banque américaine, où elle les rassurait quant à son discours anti-système public, mais en privé. Faut pas déconner non plus, je suis avec vous les gars, tu vois, mon ennemi c'est la finance, version américaine. Il y a eu la reconnaissance dans un courriel, je trouve que c'est super important, du rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar dans le financement de Daesh. Mais ce n'est même pas un reproche qu'elle leur faisait, c'était juste une question qu'elle posait pour savoir s'il n'y avait pas moyen de faire un petit peu pression pour obtenir quelque chose. Donc il y avait une reconnaissance implicite que nos alliés, le Qatar et l'Arabie Saoudite, finançaient Daesh, par exemple. L'affaire de Benghazi, où un diplomate américain a été assassiné dans c'était pas l'ambassade, mais le consulat américain. Bref. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'elle a fait perdre? Est-ce que cette publication... Il y a aussi des questions liées au financement de sa campagne. De mémoire, je n'ai pas en tête le détail. Conférences payées, non? Ah oui, mais ça c'est la partie Goldman Sachs où elle se faisait payer des conférences de $150 000.
Je ne sais pas qui sur cette planète peut faire une conférence qui vaut $250 000 pour 40 minutes ou 45 minutes. C'est pas comme si c'était des conférences sur la nature de l'existence, quoi. c'est Hillary Clinton, quoi. Mais la question, c'est est-ce qu'elle a fait perdre... Alors, cette question est à double détente et super révélatrice. Si on y réfléchit bien, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dans son esprit, s'il avait fait gagner, tout irait bien. Ça veut dire que le fait, c'est pas le fait de s'être immiscé dans les élections qui les gêne. C'est qu'il se serait conditionnel immiscé en produisant un résultat non souhaitable à leurs yeux. Ce qui veut dire que c'est pas le fait de s'immiscer ne les dérange pas plus que ça. Ça veut dire qu'ils en sont capables eux-mêmes. Puisque ça ne les choque pas. Ce qui les choque, c'est le résultat final dans ce cas-là. Donc cette accusation en dit plus long sur les journalistes qui la portent que sur Julian Assange. Alors, dans l'accusation, il y avait aussi l'idée que pourquoi Wikileaks n'avait pas publié des révélations sur Trump. Wikileaks a été clair là-dessus. C'est parce qu'ils n'en ont pas reçu. Malgré l'appel qu'ils ont fait. Ils ont fait un appel, bien sûr, mais ça aurait fait plaisir. Julian Assange avait dit qu'entre Hillary Clinton et Trump, c'était comme choisir entre comme on dit l'expression, entre la peste et le choléra. Donc, je veux dire, il n'avait aucune... Donc ça, c'est le côté, j'allais dire, éthique de la chose, la leçon en tirée du... Maintenant, sur le plan pratique, qu'est-ce qui prouverait que les publications des emails de Hillary Clinton auraient fait basculer les élections? D'abord, Hillary Clinton n'a pas perdu les élections, elle les a gagnées en nombre de voix. C'est le système de répartition par État et les grands électeurs qui fait qu'ils ont perdu. Donc déjà, ils n'ont qu'à accuser le système tordu américain où quelqu'un majoritaire en voix peut perdre des élections présidentielles. Donc qu'est-ce que Wikileaks a fait là-dedans? Ça voudrait donc dire aussi que les Américains ont lu en masse les courriels de Wikileaks, ce qui n'est pas prouvé du tout. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle traînait une sacrée paquet de casseroles. L'affaire de Benghazi, différents scandales, son serveur qui avait été normalement réquisitionné par le FBI, il l'a fait détruire à grands coups de marteau et de javel, etc. etc. Il y a beaucoup de gens qui détestent, au pluriel, au passé, et qui détestent encore Hillary Clinton aux États-Unis. L'image de marque qu'elle a ici, c'est peut-être parce qu'on est trop loin d'elle et qu'on la connaît peut-être pas assez, mais c'est une néoconservatrice, un personnage dangereux qui aurait déclenché probablement la guerre contre l'Iran, puisque c'était un des leitmotifs de son campagne électorale. Bref, en un mot commençant, il y avait des tas de raisons pour qu'elle perde les élections, et je ne suis pas certain du tout que les publications et les révélations par Wikileaks en soient un facteur déterminant. Alors ce qui peut être trompeur, c'est parce que Trump y a fait référence une ou deux fois dans des discours. I love Wikileaks. Après, ne rien faire pour Wikileaks, il dit pas Assange. Il n'en a rien fait, et je ne suis pas certain que ça a précipité les Américains. Mais il y a aussi une deuxième question, bon sang de bonsoir, c'est-à-dire que cette affaire de Wikileaks, il y a toujours une couche dans une couche dans une couche. C'est-à-dire que, en fait, implicitement, on est en train de dire que le contenu des courriers de Wikileaks, de Hillary Clinton, contenait de quoi lui faire perdre les élections. Est-ce qu'on se rend compte ce que ça veut dire implicitement? Moi, personne nie la vérité. Exact. Mais s'il y avait de quoi lui faire perdre les élections, la vraie question est-ce qu'il fallait donc pas les publier, justement? Parce que moi, je dis toujours, on pourrait publier mes courriers à moi. Peut-être que les gens trouveraient que je suis un peu plus con que ce qu'ils croyaient. Mais est-ce que ça me ferait perdre des élections? On me ferait passer pour quelqu'un que je ne suis pas, etc. Non. S'il y avait quelque chose, et j'aimerais le savoir, derrière l'accusation, il y a un non-dit implicite. En publiant les courriels d'Hillary Clinton, il lui a fait perdre les élections. Continuons la question. Que pouvait-il y avoir, donc, dans ces courriels qui lui auraient fait perdre les élections? Pourquoi vous n'en parlez pas? Qu'il reproche au Parti démocrate d'avoir fait perdre Hillary Clinton, ou plutôt d'avoir fait gagner Trump. Parce que si le Parti démocrate avait nommé Bernie Sanders, il l'aurait probablement battu. Au pire, la seule concession que je fais par rapport à cette histoire, c'est que Wikileaks a révélé pourquoi elle a perdu. Elle n'a pas fait perdre. Il y a le dernier point qui est quand même un gros morceau, c'est l'accusation d'ingérence russe et de complicité russe
Russie, donc Poutine, dont Diable, avec Julian Assange. En fait, il faudrait trouver qu'est-ce qu'on lui a pas reproché. En fait, il suffit d'aller sur le site de Wikileaks, wikileaks.org, vous tapez Russia en anglais, Kremlin, Poutine, P-U-T-I-N, orthographe anglaise. Vous avez des tas de documents qui ont été utilisés par des dissidents lors des procès à Moscou, etc. Alors, d'où vient l'accusation ? Écoute, on est dans une situation où même le président des États-Unis a été accusé de collusion avec la Russie. On sait aujourd'hui que toute cette affaire provient de Hillary Clinton, avec son dossier Steele et compagnie complètement bidonné. Quand on est capable d'accuser le président en exercice de collusion avec la Russie, tu penses bien que le pauvre Julian Assange, dans son ambassade, là, enfermé, il allait y échapper. Donc Hillary Clinton a fait un contre-feu quant aux scandales qui ont éclaté au moment de la campagne électorale. Toutes les magouilles, toutes les trahisons, tous les coups bas. Elle a allumé un contre-feu qui a parfaitement fonctionné, où c'est parti en vrille, quoi. Alors, tout ça a été relayé par la presse, la grande presse, entre guillemets, mais sans jamais de preuves. Et d'ailleurs, même des preuves de machination, puisque la fameuse visite à l'ambassade d'Équateur à Londres, il y a eu quand même pas mal de coups montés complètement bidons, quoi, qui ont été relayés par la presse. Il n'y a pas le début d'un élément de quoi que ce soit, de preuve par rapport à ça, pour une accusation quand même grave, quoi. Je veux dire, mais que pouvait-on mieux faire de plus que d'accuser Wikileaks d'être un agent, une organisation dépendante des services secrets russes. Mais l'alimentation de ces accusations, ce n'est pas une rumeur qui est née comme ça dans l'opinion publique, une légende urbaine dont on ne sait pas d'où elle a surgi de la campagne de Hillary Clinton, des bureaux de Hillary Clinton, avec un coup de pouce sérieux de la part de ces journalistes du Guardian que précités, toujours les mêmes, Luke Harding, qui en novembre 2018 va se farcir d'un article où il raconte en détail la visite à l'ambassade d'Équateur du directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, qui rendrait visite à Julian Assange, accompagné de, ouvrez les guillemets, plusieurs Russes. L'article va jusqu'à décrire la couleur de pantalon qu'il portait, beige pour ceux que ça intéresse. Le fait est que c'est complètement bidon. Paul Manafort n'a jamais rendu visite à Julian Assange, et on se demande pourquoi il l'aurait fait. Encore moins accompagné de Russes. Pas une fois, mais 3 fois, dit l'article. Alors l'article, dans un endroit hyper surveillé, filmé 24 heures sur 24. Filmé 24 heures sur 24, etc. Et l'article a été modifié plusieurs fois par le Guardian en ligne. Et même s'ils ne l'ont jamais retiré, ils n'y font jamais référence non plus. C'est pour dire s'ils n'en sont pas fiers. C'est la curiosité, c'est qu'ils n'osent pas retirer. Parce que c'est une des grandes plumes du Guardian, Luke Harding. C'est le directeur de la division investigation. Hein. C'est pas n'importe qui. C'est pas un pigiste. Donc ils ont modifié l'article plusieurs fois selon les réfutations que leur portait régulièrement et en temps réel Wikileaks, mais ils n'ont jamais retiré. On est en présence d'un fake news complet, une fabrication totale qui s'est insérée magnifiquement et de façon complètement opportune aux accusations de complicité ou de je sais pas quoi avec les Russes, etc. Donc c'était une époque qu'on a presque tendance à oublier, hein, pendant plus d'1 an. Combien de temps ça a duré ? Pendant presque 1 an. Tous les jours, dans les médias américains, on parlait de la connivence de Trump avec les Russes et par conséquent celui de Wikileaks et de Julian Assange. Tout ça a contribué évidemment à la possibilité de faire n'importe quoi avec le cas d'Assange et notamment de venir l'enlever après avoir tenté de l'assassiner et de l'empoisonner, enfin d'avoir eu l'intention de le faire. Hein. Ça a été prouvé, ça. Bien sûr. Il y a eu un article dans Yahoo avec une trentaine de responsables des services de renseignement qui ont confirmé qu'il y a eu des plans pour soit l'empoisonner, soit l'enlever de l'ambassade, soit de l'assassiner. Les services de renseignement américains, l'état profond, comme on dit, point de entre guillemets, voulait sa peau. Il y a des témoins à plusieurs reprises et dans différentes
secteurs qui l'ont dit et répété. On l'entend d'ailleurs dans le documentaire Ithaca que vous distribuez, à un moment donné, d'un conseiller de Trump qui voulait essayer de proposer que Trump gracie Julian Assange et qui revient la queue entre les jambes en disant qu'il a été rappelé à l'ordre par les services de renseignement qui l'ont menacé lui-même physiquement et qui a dit à Stella Assange que pour ne rien vous cacher, il y en a qui veulent sa mort. Donc la campagne a été extrêmement vicieuse, et sur tous les plans, c'est-à-dire la réputation d'Assange, la naissance de légendes urbaines, de mensonges, de demi-vérités, d'approximations douteuses, etc. Tout a été déroulé selon le plan d'ailleurs établi par la société privée qui a été chargée de mettre en place cette campagne de dénigrement de Julian Assange. Je veux dire, où est la surprise ? C'est un plan qui a fonctionné, mais mieux que prévu, je suppose. Détruire la réputation d'Assange était, selon le gouvernement américain, le meilleur arme pour neutraliser Wikileaks. Parce que neutraliser Wikileaks sur le plan technique relevait d'une complexité technologique sans garantie de résultat. Système de serveurs flottants, réseau Tor, plein de mots mystérieux et clés que je comprends qu'à moitié, mais ceux qui savent de quoi je parle comprendront ce que je veux dire. Que la meilleure méthode consistait en fait à rendre les gens indifférents ou les distancier de Wikileaks, de l'opération Wikileaks et surtout du Julian Assange lui-même. Donc détruire sa réputation et détruire l'intérêt qu'on pouvait porter à sa mission et à la personne. Donc c'est une campagne sur laquelle il faudrait revenir dans les écoles de journalisme futur qui a merveilleusement fonctionné. Là, on est dans la nuance qui existe entre le régime démocratique et la dictature. On ne t'assassine pas directement, ça la fout mal, quoi. Enfin, on peut le faire, hein, mais ça la fout mal s'il avait assassiné dans l'ambassade. Mais il y a d'autres techniques pour te neutraliser, quoi. Tu sais, parfois je me pose la question, on a tendance à oublier qu'il y a un journaliste américain du Washington Post qui a été découpé en morceaux en Turquie et c'est tombé dans l'oubli, quoi. Donc quand tu dis qu'on peut pas... Vraiment ? Alors on peut, quand on est en Amérique du Sud, en Afrique, en Arabie, en Turquie, effectivement. C'est un pays de l'OTAN, hein. C'est un pays de l'OTAN, Effectivement, je nuance. Mais enfin, ça montre aussi que, et là il faut être positif sur le côté, sur l'utilité de la lutte, quoi. C'est que quand il y a une mobilisation, quand il y a une lutte, quand il y a des gens qui, comme toi, comme tous les gens qu'on a croisés dans cette bagarre, se mobilisent pendant des années pour faire connaître la vérité, pour manifester, pour informer en détail, argumenter, montrer les preuves et tout, c'est un boulot énorme qui a été fait. Ça prouve quand même que ça peut permettre quand même, en mettant ce projecteur sur Assange, en essayant malgré tout de contrer la propagande inverse, ça a eu quand même un effet positif puisque ça a conduit finalement à ce qu'on libère Assange aujourd'hui, quoi. J'ai quand même un goût amer par rapport à ça. Je me réjouis de la libération d'Assange, mais je ne peux pas oublier qu'il y a 100 journalistes qui ont été assassinés en Gaza, ciblés et assassinés dans l'indifférence de la profession. On en a sauvé un au prix de combien d'autres ? Voilà. Tu as raison de rappeler ça parce que c'est en même temps le fond de l'affaire du combat de Wikileaks aussi, de montrer les crimes de guerre. Et tout à l'heure, on a commencé en parlant de Collateral Murder, qui était un truc qui a choqué l'opinion quand même en 2010. Et aujourd'hui, on est à plus de 6 mois de massacre à Gaza, avec des images... nous, on diffuse sur la plateforme de Cinémutin, dans le silence médiatique généralisé, le film de Émeric Caron, qui est fait à partir des images d'archives filmées par les journalistes sur place, hein, c'est-à-dire les seuls qui peuvent y être, c'est-à-dire les Gazaouis, les Palestiniens, mais qui sont journalistes, qui ont documenté ces 6 mois où finalement le collateral murder, c'est la banalité quotidienne. Et donc tout ça, ça se fait aujourd'hui dans une indifférence générale. Là, il y a quand même des choses qui sortent un peu dans le monde et dans la presse sur l'assassinat, et puis RSF aussi qui le dénonce depuis le début, l'assassinat des journalistes, mais on est quand même dans un niveau d'acceptation de l'horreur
avec un débat totalement faussé en France, où on ne parle que du présumé antisémitisme des opposants, mais on n'est jamais sur le... Je veux dire, la morale est totalement inversée, quoi. Je veux dire, on n'est plus dans la dénonciation du crime quotidien qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. Tu sais, l'accusation d'antisémitisme en France, c'est un peu l'accusation d'agent russe c'est la version accusation russe contre Assange. C'est une sorte d'argument, terrorisme intellectuel, un taser idéologique, je les appelle. Des tasers idéologiques. C'est-à-dire que tu neutralises, tu prononces un mot comme ça et ça y est, tu espères neutraliser, immobiliser ton adversaire. Et parfois ça marche, il faut avoir un certain courage pour y résister. En fait, ça, on revient sur ce que je disais, que c'est une profession sinistrée, où ceux qui tiennent le haut du pavé sont des ignares, ceux qui sont devant les écrans sont des imbéciles incultes, et ça se voit, quand je dis imbécile inculte, c'est pas une insulte, c'est un constat. Ne connaissent pas les sujets dont ils parlent, pavanent devant les écrans et prétendent informer les gens. Je ne pense même pas que dans leur tête ils prétendent informer. Ils croient être légitimes pour exprimer une opinion qui mérite d'être diffusée. C'est tout. Les journalistes, les vrais journalistes n'ont plus leur place dans les grands médias. J'ai suffisamment l'âge de me souvenir où des journalistes, des vrais, existaient dans les médias, y compris idéologiquement opposés à moi, mais avec qui on pouvait discuter. Il y avait des pools de professionnels, des journalistes, anciennes méthodes, qui n'existent plus. Je crois que les générations ont changé. La nature du métier a changé. Ça se passe ailleurs, en fait. Ça se passe pas dans ailleurs. Dans des médias plus indépendants. Voilà, il y en a, heureusement. Un vrai journaliste enverrait son CV à LCI, BFM ou CNews. On lui dirait, c'est très intéressant ce que vous avez fait, mais c'est pas ce qu'on cherche. En gros. Ça se passe, je dis toujours, à la DRH maintenant. Tu n'as même pas besoin de mainmise, etc. À force de filtrer, et comme sur France Inter, de gentiment expulser, tu crées des systèmes d'information cohérentes, mais plus des médias d'information. Ce sont des systèmes d'information cohérentes, idéologiquement, qui n'ont plus rien à voir avec le métier. Ils vivent sur une confusion du public qui a 40 ans ou 20 ans de retard. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que les médias d'aujourd'hui sont comme les médias d'avant, juste plus modernes. Non. Non, je crois que leur raison d'être a évolué là où il devait évoluer. C'est-à-dire que le mouvement vient de loin, mais là on est vers une sorte d'aboutissement. Alors, pour finir, mais c'est une des questions fondamentales que révèle cette affaire, mais il y en a plein, parce que Assange est un formidable révélateur, en fait, l'affaire Assange de notre société, de notre monde. Mais bon, il y a à la fois ce constat que, si je remontais même à la guerre du Vietnam, où une photo, 2 photos, peuvent faire basculer l'opinion, je pense au massacre de Miley, ou même de la petite fille au napalm, cette célèbre photo, qui a une image, 2 images. Un colonel qui tire une balle dans la tête. Voilà, des images qui ont bouleversé l'opinion mondiale, qui ont mobilisé des millions de personnes. On arrive à une situation en 2024 où tous les jours, tu as ces images atroces qu'on diffuse, je te dis, sur Cinémutin, mais qui sont diffusées sur Internet, en fait. Mais qui sont pas reprises dans les médias. Mais tu as quand même cette masse d'images-là. Alors la différence, c'est peut-être ça. Pourquoi elles choquent plus, ces images? Parce que peut-être qu'il y a un doute, elles sont moins parce qu'elles sont pas assez visibles, ou parce que peut-être, effectivement, les gens se préservent aussi. Parce que c'est difficile à regarder. Hein. Moi, je le dis, on l'a dit, nous, dans l'article de présentation du film Gaza après le 7 octobre, c'est atroce. Et je conseille pas aux gens d'aborder les images comme ça, à l'air de rien, entre l'apéritif et le repas, quoi. Ou avant d'aller s'endormir. C'est des images qui vont te rester dans ta tête pendant très longtemps, à vie. Donc c'est pas rien. Mais je veux dire, nous on considère qu'il est nécessaire de s'y confronter, parce que c'est la réalité qui se passe sous nos yeux à notre époque. Mais entre ce phénomène, si tu veux, où à l'époque l'opinion peut basculer sur 1 ou 2 images, et cette saturation qui fait qu'aujourd'hui il peut y avoir des crimes, ça se banalise, il y a quand même un écart énorme. On a l'impression presque d'une insensibilisation, en tout cas. Au-delà de ça, je ne pense pas que les gens soient insensibles, mais j'ai l'impression quand même, c'est surtout que les gens se sentent impuissants. Et c'est ça le succès permanent du pouvoir, c'est de laisser penser, comme disait Rockefeller, laisser penser que la lutte, ça ne
paye pas, quoi. Ça ne sert à rien. La lutte ne marche pas. C'était la formule du père Rockefeller au moment du massacre de Ludlow aux États-Unis des mineurs en 1914, où il disait il faut leur laisser penser que la lutte ça ne marche pas. Et en fait, c'est ça qui tient le pouvoir depuis longtemps. C'est pas tellement qu'ils arrivent à convaincre, à fabriquer une opinion qui sera absolument très largement convaincue de ce qu'ils font ou de leur moralité, mais qu'ils arrivent au moins à convaincre cette majorité qu'elle ne peut rien faire et que la lutte est inutile. Et ce que je pense qui est notre grande victoire qu'il faut savourer quand même de ces jours-ci, c'est que malgré tout ce qu'on vient de raconter, tout ce que tu viens de nous raconter, malgré la mobilisation minime, il faut le dire quand même, elle est faible, la mobilisation. Il y a eu une mobilisation générale partout, mais de très peu de gens. Moi, je me souviens d'avoir avec toi passé l'anniversaire des 50 ans à Paris devant l'ambassade. On n'a même pas pu aller devant l'ambassade, mais les 50 ans d'Assange, on était 8. Ouais. Donc, petit à petit, tout ça s'est mobilisé, c'est organisé en fait surtout. C'est surtout cette organisation qui a eu lieu autour de la mobilisation et essentiellement de Stella Assange, du père de John Shipton et de tous les gens qui étaient autour de la défense, pour que malgré tout, en fait, cette organisation très, 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 très tenace tienne assez longtemps pour qu'on arrive à la libération d'Assange aujourd'hui. Ça, c'est une des caractéristiques, c'est-à-dire que la mobilisation d'Assange a été constituée par des gens entièrement dévoués qui ont consacré beaucoup de temps. Mais je pense qu'aussi c'est le prix à payer de l'indifférence, c'est-à-dire que tu te mobilises d'autant plus que tu sais que la question est importante et que personne ne bouge. C'est-à-dire qu'il y a un côté sacrificiel, je veux dire. Tant que les gens ne bougeront pas, je m'agite, quoi. Mais par capillarité, le lobbying indirect que ça a provoqué, je pense que c'est ça la question déterminante. C'est parce que tout à l'heure j'ai décrit une situation, et tu viens de le dire toi-même, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation dans la rue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je rappelle que du point de vue ONG et institutions, la mobilisation a été phénoménale. Ouais. Entre les deux, il y a quand même eu la barrière de grands médias qui ont fait silence là-dessus, un mur. Mais n'empêche que cette mobilisation importante d'une dizaine de dirigeants d'État sud-américains, tous, on le remarquera au passage, des dirigeants du Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec le Parlement européen, ou des rapporteurs de l'ONU, etc., etc. Ça, je crois que j'ai rarement vu une telle mobilisation. Et comment eux, ils se sont mobilisés par une prise de conscience. Et cette prise de conscience, je crois que ça a été un phénomène de capillarité à force d'une détermination. Il y a eu évidemment des prises de conscience autonomes à l'intérieur de ces ONG, mais il y a eu quand même une sacrée travail de lobbying, un travail patient. Je me souviens de ces courriers qu'on envoyait un peu au hasard en espérant que quelqu'un les lirait pour expliquer qu'il fallait lire le livre de Nils Melzer ou regarder l'interview d'un tel, parce que les rumeurs qui couraient c'était faux, et petit à petit on voyait comme ça les ONG, les organismes venir, mais toujours dans le silence. Mais donc il y avait une sorte de relation privée et privilégiée entre une poignée de militants. Je pense rarement avoir ressenti cette impression d'être à la fois seul et d'être, entre guillemets, le porte-parole d'une sorte d'opinion mondiale. Et entre nous deux, le mur des médias qui ne voulait pas montrer le degré de mobilisation, justement, des institutions pour Assange. C'est impressionnant. Je comprends très bien. Il ne faut pas comparer effectivement avec les mobilisations pour Sacco et Vanzetti, pour les Rosenberg, pour ces grands, ou Mandela plus récemment, qui sont nos modèles à nous construits dans notre background militant historique. Et en fait, le monde fonctionne plus comme ça. Effectivement, la mobilisation, elle doit être tenace et peu de gens. Et elle n'est pas que sur le front du média et d'opinion, parce qu'il est de plus en plus difficile à pénétrer. Simplement, ce que tu dis, et c'est là que c'est quand même original dans cette affaire aussi, et tenace. Et on le voit dans les deux films d'ailleurs qu'on a sortis, qui sont Hacking Justice, où on voit un travail juridique énorme de l'équipe de justice depuis 10 ans, 15 ans. Et après, dans le deuxième film, Ithaca, qui lui montre plus le travail de peu de gens, mais qui sont Stella Assange et John Shipton autour, et qui vont faire ce travail d'aller mobiliser partout. John Shipton, il a fait le tour
Vous êtes allé avec lui à l'Assemblée nationale, un peu partout, voir les gens, expliquer, raconter. Ce travail que tu dis de lobbying, mais il faut le dire dans le sens positif du terme, parce que c'est souvent connoté lobbying de quelque chose de péjoratif. Mais là, c'est un vrai lobbying humaniste, quoi. Ouais, bah, c'est pas de l'argent qu'on offre, mais juste notre cœur. Donc c'est un lobbying du pauvre. Hein. C'est le lobbying. En fait, une des conclusions, c'est que maintenant, avant, on pouvait dire qu'on militait malgré les médias. Maintenant, c'est devenu littéralement contre les médias. Alors bon, là tu vas fort, mais bon voilà, c'est une réalité aussi, parce que quand on voit effectivement certains plateaux, mais c'est difficile de faire l'amalgame quand on parle de médias et de journalistes, mais je crois qu'on a suffisamment depuis le début été précis pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle de ces journalistes, de qui on parle, et pas de tout justement, pas de tout mélanger. Mais au-delà de cette question-là, moi je voudrais quand même qu'on finisse sur... on aura encore plein de choses à dire, évidemment, parce que toi, c'est une partie de ta vie importante, mais je voudrais qu'on finisse par regarder ensemble ces images qu'on n'aurait jamais pu espérer quand il y a quelques années, on voyait Assange, où on le voyait quasiment plus, d'ailleurs. Il a vieilli, hein, le bonhomme. J'arrive pas à me l'imaginer, parce que je rappelle que ce sont les seules images qu'on voit de lui live depuis son arrestation, en fait. On a quelques clichés qui ont été volés lorsqu'il était dans un tribunal, volés par des Français qui ont mené littéralement une opération commando pour prendre ses photos. La photo de lui assis derrière la cage de verre qu'on voit. J'ai rencontré la personne qui a fait partie du commando, c'est comme ça que je l'appelle, qui ont réussi à se glisser dans la salle d'audience et ont pris une rafale de photos. C'est comme ça que j'ai été convaincu qu'il en faisait partie, parce qu'il en avait beaucoup d'autres dans son appareil photo, pour dire qu'il a fallu voler une image d'Assange depuis 2019, la seule qu'on connaisse. Donc là, il s'est passé 5 ans de régime de prison de haute sécurité, il est boursouflé, je ne sais pas ce qu'ils lui ont balancé dans le corps. Apparemment, ils ont essayé de lui refaire un peu le teint, parce qu'on voit un peu de blanc autour des yeux, donc il a une pommade auto-bronzante ou quelque chose. Bref, ils ont essayé de le requinquer, de le voir en costume, et de le voir qu'il a 50 balais maintenant. Et qu'il a perdu combien de sa vie enfermé ? 13 ans, 14 ans, ouais. Depuis 2010, en fait. 14 ans. Les plus belles années de sa vie professionnelle, on va dire. Donc on l'a vu partir à 39, quelque chose comme ça, 40. Maintenant, il arrive à 50 et quelques. Sans avoir quasiment vu le jour pendant ces années-là. Sans avoir vu le jour, sans avoir pu s'exprimer. Parce que le régime, l'ambassade, la dernière période de l'ambassade, il a été coupé d'Internet et coupé de toute communication avec le public. Quant à la prison de Belmarsh, oublie, là, ça a été la coupure totale. Donc on l'a ni entendu, ni vu depuis des années. Il a été victime d'une... comment on appelait ça ? Les lettres du roi, là, qui envoyait quelqu'un dans le cachot, masque de fer, etc. C'est ce qu'il voulait faire de lui, en fait. Plus qu'une ombre au fond d'un cachot que tout le monde aurait oublié. Si j'avais une fierté personnelle, c'est d'avoir empêché qu'il soit oublié au moins. Ça. D'ailleurs, je m'en cache pas, c'était le seul objectif depuis le début. J'ai jamais pensé que le voir libre, honnêtement. Mais au moins qu'on l'oublie pas, qu'il y ait au moins quelques mouchoirs blancs sur le tarmac lorsque l'avion décollerait pour l'emmener aux États-Unis. C'est ce scénario que je voyais. Bon, là, il va monter dans un avion, là, les images que tu me montres, mais c'est pour rentrer chez lui. Un fin de l'histoire bien meilleur que celui que j'avais imaginé. Un happy end, quand même. Un happy end pour lui, oui. Et tu penses que tu l'imagines, là, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, on ne peut même pas imaginer ce qui va se passer maintenant, là. Il va reprendre une vie, mais qu'est-ce que c'est une vie normale pour quelqu'un comme Assange, qui depuis... qu'il était enfant, a passé son temps traqué, notamment quand il était petit en Australie par le père, enfin pas par son père, par le beau-père, ou plus tard traqué par la police, et puis arrêté déjà au plus jeune âge, enfin à diverses reprises, quoi. Écoute, j'ai assisté à un débat, une conférence qui s'est tenue impromptue sur Twitter à 3h du matin, la nuit on a appris, je suis tombé dessus par hasard, où il y avait Richard Meaders, Craig Murray, des avocats,
etc. Le petit milieu qui s'était rassemblé, ils ont commencé à parler de lui, etc. Donc une des questions, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? L'opinion qui s'est dégagée, c'est pas le genre à fermer sa gueule. Il va probablement prendre du temps pour se reposer. La question que tout le monde se posait, c'est est-ce qu'il y a eu des accords entre lui et le département d'État? Il y a des rumeurs qui circulent, là, ce matin, qui ont circulé, que Julian Assange se serait engagé à détruire des documents de Wikileaks, par exemple. Qui ont, pour la plupart, été publiés, c'est ça qui est étrange. Oh, on va attendre, je veux dire, des rumeurs sont les rumeurs. S'il y a une affaire dont on a l'habitude de rumeurs, c'est celle-là. Donc on va pas quand même... Mais pour dire, quoi, des questions qui sont posées. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'il fera? Tout le monde est d'accord, c'est qu'il fermera pas sa gueule, c'est pas le genre du tout. Est-ce qu'il continuera à Wikileaks? C'est une question qui se pose. Je pense pas qu'on puisse être certain qu'il le fera. Moi, si j'étais à sa place, je crois que j'enverrais balader, eu égard au prix à payer et au non-engouement de l'opinion publique pour cette affaire. Je pense que, je vais le répéter, je pense que Wikileaks est arrivé trop tôt. Nous n'étions pas mûrs pour recevoir ce cadeau, le cadeau du feu, le côté prométhéen d'Assange à cette époque-là. Aujourd'hui, Wikileaks apparaîtrait sur la scène internationale, je pense que ça prendrait comme un feu de paille. Parce que la conscience du mensonge d'État et médiatique, je pense, est beaucoup plus prégnant aujourd'hui qu'avant. La nécessité du droit de savoir ce que font les puissants, vers quoi ils nous entraînent. Cette impression qu'on va vers une troisième guerre mondiale, par exemple, que les rapports mondiaux sont en train... qu'il se passe des choses super importantes qu'on ne nous explique pas vraiment, mais qu'on le sent confusément. Ça, par contre, je le sens. Beaucoup de gens semblent être conscients que nous vivons à une période de bascule qui peut partir dans un sens comme dans l'autre. Là, un organisme comme Wikileaks et le droit de savoir, lanceur d'alerte qui nous dirait voilà ce qui se passe réellement par rapport à voilà ce qu'on vous dit. Ouais, c'est vraiment dommage que Wikileaks soit pas en pleine activité là, maintenant, aujourd'hui. On parle de troisième guerre mondiale, c'est pas le moment de se tromper, quoi. Tu veux rajouter quelque chose à cette conclusion? J'espère qu'il y aura d'autres Wikileaks. Quelque chose me dit que ce ne sera pas cette génération-ci. L'effet dissuasif a eu lieu, la punition a eu lieu. Quelque part, les Américains ont quand même gagné, mais pas autant qu'ils voulaient. Ils ont quand même poussé un innocent à plaider coupable. C'est grave. Un journaliste, le plus primé du XXIe siècle, c'est grave. Dans l'indifférence quasi générale du métier, c'est très grave. Mais je pense que ça reviendra parce que le besoin est là. Et comme dans tout bon système capitaliste, quand il y a une demande, il y aura forcément de l'offre. Merci Victor Dedage. Merci pour tout. Merci. Merci à Victor Dedage pour cet entretien à chaud et surtout pour son engagement indéfectible depuis le début. Vous trouverez beaucoup de ces articles et de ces traductions sur le site de legrandsoir.info. Les liens vers le document cité sont disponibles sur le podcast des Mutins dans l'article Julian Assange enfin libre, publié sur lesmutins.org. 2 films consacrés à la lutte pour la libération d'Assange sont disponibles en VOD sur Cinémutin. Hacking Justice de Clara Lopez Rubio et Juan Pancorbo et Ithaca de Ben Lawrence. Vous pouvez voir aussi XY Chelsea de Tim Travers Hawkins, à l'origine de l'affaire Wikileaks, un documentaire consacré à l'extraordinaire Chelsea Manning. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué par leurs actions diverses et leur soutien à la libération de Julian Assange. N'oublions jamais qu'on ne perd pas toujours. Cette série de podcasts a été réalisée le 26 juin 2024, date désormais historique, celle du Assange Free Day.